À la suite du remariage de mon père, j'ai eu la fortune de 60 millions de dollars léguée par mon grand-père. Ce fut ma meilleure décision. Quelques jours après, sa nouvelle épouse, une ordonnance du tribunal à la main, a sonné à ma porte. Je venais de rentrer dans mon appartement hors base après un exercice d'entraînement sur le terrain brutal de 14 jours à Fort Liberty. Je suis un sapeur de combat dans l'armée de terre des États-Unis. Cela signifie que mon travail consiste à faire sauter des obstacles, à construire des ponts temporaires sous un feu nourri et à creuser des tranchées jusqu'à ce que mes mains saignent. Pendant les 2 dernières semaines, j'avais dormi dans la boue glacée, mangé des rations froides d'une pochette en plastique et dormi peut-être 4 heures au total. Mon corps me faisait mal d'une manière difficile à décrire. Mes bottes étaient couvertes d'argile rouge séchée. Mon uniforme était raide de sueur, et la seule chose que je voulais au monde était une douche chaude d'1 heure et une chambre sombre et calme pour m'évanouir. Je me tenais dans ma petite cuisine, versant un verre d'eau du robinet, m'appuyant lourdement contre le comptoir en stratifie bon marché quand on a frappé. Ce n'était pas un coup poli de voisin. Ce n'était pas le livreur qui déposait un colis. C'étaient 3 coups secs, lourds et exigeants qui vibraient à travers le bois mince de ma porte d'entrée. C'était le genre de coup qui attendait que vous laissiez tomber ce que vous faisiez et que vous répondiez immédiatement. J'ai posé mon verre, essuyant une couche de crasse de mon front avec le revers de ma main. J'ai marché jusqu'à la porte et l'ai ouverte, m'attendant à voir mon propriétaire se plaindre de mon camion garé à quelques centimètres de la ligne dans l'allée. Au lieu de cela, j'ai trouvé Séraphine sur mon paillasson. Elle portait un manteau de créateur couleur crème taillé qui coûtait probablement plus cher que mes 3 premières voitures réunies. Ses lèvres étaient peintes d'un rouge vif et sévère. Ses cheveux blonds étaient parfaitement coiffés, et elle avait ce sourire narquois, prédateur et condescendant plaqué sur son visage. L'odeur lourde de son parfum floral coûteux a instantanément envahi le couloir, me donnant envie de reculer. Debout juste à côté d'elle, se tenant avec une posture raide et arrogante, se trouvait un homme que je n'avais jamais vu de ma vie. Il portait un costume gris anthracite très élégant qui lui allait beaucoup trop bien, une lourde montre en or dépassant de sa manchette. Il tenait une épaisse mallette en cuir d'une main ferme, le genre de poignée qui hurlait l'ennui juridique. Séraphine n'a pas attendu que je l'invite à entrer. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a simplement poussé mon épaule et est entrée directement dans mon salon, ses talons coûteux claquant bruyamment et sèchement sur mon parquet. L'avocat l'a suivi comme une ombre obéissante, se retournant et fermant ma propre porte d'entrée devant mon visage. Je suis resté là une fraction de seconde, mon cerveau épuisé luttant pour traiter l'audace incroyable de ce qui se passait. On n'entre pas chez un soldat sans y être invité. Je me suis retourné lentement, gardant mon visage complètement impassible. Une astuce que l'on apprend très tôt dans l'armée est de ne jamais montrer à son ennemi qu'il vous a surpris. Séraphine était déjà en train d'inspecter mon espace. Elle a passé un doigt manucuré sur la petite étagère où je gardais quelques-unes de mes décorations militaires et une photo de mon grand-père. Le manque de respect pur dans ce geste moqueur et désinvolte a fait serrer ma mâchoire si fort que mes dents ont grincé. Nous savons pour l'argent, Silas. Les jeux sont terminés, dit-elle en se tournant vers moi. Sa voix dégoulinait de cette sympathie douceâtre, fabriquée, qui me donnait la nausée. Je ne lui ai pas demandé de quoi elle parlait. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai juste regardé l'avocat en costume coûteux. L'homme a ouvert sa mallette avec un clic bruyant et en a sorti une épaisse pile de documents juridiques. Il les a laissés tomber sur ma table basse avec un lourd bruit sourd qui a résonné dans la pièce silencieuse. Mon nom est Alaric Lacroix, dit-il doucement, ajustant sa cravate de soie. Je représente votre père et votre belle-mère. Nous sommes ici pour vous signifier officiellement un avis concernant le gel d'actifs d'urgence qui vient d'être accordé par un juge fédéral. Mes yeux se sont posés sur les papiers sur la table. Je pouvais voir l'encre noire en gras criée en haut de la première page, ordonnance du tribunal, gel d'actifs. Je les ai regardés. Je n'avais pas encore touché un seul sou du patrimoine. J'avais à peine eu le temps de réaliser que je le possédais. Mais Séraphine l'avait déjà flairé comme une chienne affamée, captant l'odeur du sang frais dans la neige. Votre père est profondément préoccupé par votre bien-être mental, ronronna Séraphine, s'approchant de quelques centimètres de moi. Elle inclina la tête, me jetant ce regard de pitié exagéré et théâtral. Vous avez tant traversé dans l'armée. Tous ces déploiements brutaux, le stress, le traumatisme. Il est clair que vous n'êtes pas dans un état d'esprit sain pour gérer des actifs familiaux complexes. Nous essayons juste de vous aider.
Nous sommes de la famille après tout. La colère qui m'a frappé à ce moment précis n'était pas chaude et ardente. Elle était glaciale. Elle a commencé au fond de ma poitrine et a rayonné jusqu'au bout de mes doigts, me rendant les mains engourdies. Ils utilisaient mon service. Ils utilisaient le sang, la sueur, les sacrifices que j'avais faits et les frères que j'avais perdus outre-mer. Ils tordaient tout cela en une instabilité mentale fabriquée juste pour mettre leurs mains à vide sur mon héritage. Je veux que vous sortiez tous les deux de ma maison tout de suite, dis-je, ma voix basse, dangereuse et mortellement silencieuse. Alaric eut un petit sourire narquois, ramassant un morceau de charpie invisible sur sa veste de costume. Vous pouvez être aussi en colère que vous voulez, monsieur Dubois. Mais depuis 1 heure, tous les comptes bancaires associés à votre numéro de sécurité sociale sont bloqués. Vous ne pouvez pas acheter une tasse de café en ce moment sans notre permission directe. Nous nous verrons au tribunal. Ils se sont retournés et sont partis, laissant l'épaisse pile de papier posée sur ma table comme une bombe à retardement. Je suis resté seul dans le silence de mon appartement, mon cœur battant un rythme lent et lourd contre mes côtes. J'ai pris l'ordonnance du tribunal et j'ai tourné la 2e page. Ils avaient en fait soumis un formulaire d'inquiétude psychiatrique falsifié à un juge fédéral, affirmant que je souffrais d'un traumatisme de combat grave et non géré et que j'étais un danger pour moi-même et mes finances. La guerre n'était pas restée outre-mer. Elle m'avait simplement suivi jusqu'à chez moi, dans mon propre salon. Et alors que je regardais ces papiers vils et mensongers, une question terrifiante s'est formée dans mon esprit: avez-vous déjà eu quelqu'un qui est entré chez vous et a agi comme s'il en était le propriétaire? Faites-le moi savoir dans les commentaires car mon sang bouillait. Jusqu'où était-il prêt à aller pour détruire ma vie? Et qu'est-ce que j'allais faire pour les arrêter? Le silence qu'ils ont laissé dans mon appartement était lourd et suffocant. Je suis resté là, tenant l'ordonnance du tribunal, lisant le jargon juridique dense encore et encore jusqu'à ce que le texte noir se brouille en un désordre insignifiant. Ils l'avaient vraiment fait. Ils avaient armé toute ma carrière militaire contre moi. J'ai laissé tomber les papiers sur la table basse, j'ai sorti mon téléphone de ma poche d'uniforme et j'ai composé le numéro de la seule personne sur Terre à qui je faisais confiance pour me dissuader de faire quelque chose de téméraire et de stupide. Rémi a décroché à la 2e sonnerie. Rémi est un gars avec qui j'ai servi lors de 2 tournées distinctes au Moyen-Orient. C'est un gars qui connaît la différence entre le bruit des feux d'artifice de Noël et le bruit des tirs de mortier entrant. C'est aussi le genre de gars qui ne mâche pas ses mots dans la vie. Parle-moi, mec. Tu as l'air d'avoir vu un fantôme, a dit Rémi au téléphone. J'entendais le bruit de fond des poids lourds qui s'entrechoquaient et de la mauvaise musique rock jouant dans la salle de sport. Je me suis effondré lourdement sur mon vieux canapé, enfouissant mon visage dans ma main libre, me frottant les yeux jusqu'à voir des étoiles. Ma nouvelle belle-mère vient d'entrer dans mon salon avec un avocat sournois. Ils ont fait geler mes comptes bancaires par un juge. Ils prétendent que je souffre de SSPT grave et que je suis mentalement inapte à gérer mes propres finances. La ligne est devenue silencieuse. Le bruit de cliquetis en arrière-plan s'est arrêté pendant environ 5 secondes. Aucun de nous n'a dit un mot. Puis Rémi a laissé échapper un long soupir furieux. Tu te moques de moi? C'est la chose la plus dérangée et dégoûtante que j'ai jamais entendue de ma vie. Silas, tu es le gars le plus équilibré et le plus sensé de tout le peloton. Tu as pratiquement tenu l'escouade ensemble pendant cette fusillade massive à Kaboul. Elle utilise ton uniforme pour te dépouiller. Je sais, ai-je dit, ma voix sonnant creuse et rauque même à mes propres oreilles. C'est la partie qui me donne envie de me casser le poing sur un mur de briques. Mon père la soutient. Rémi, il la laisse faire ça à son propre fils. Écoute-moi, a dit Rémi, son ton changeant instantanément pour adopter ce ton tactique et autoritaire qu'il utilisait lorsque les choses devenaient compliquées sur le terrain. Ne réagis pas. Ne les appelle pas en criant. N'envoie pas de SMS en colère. C'est exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent que tu aies l'air dérangé pour qu'ils puissent prouver leurs faux arguments à un juge. Tu verrouilles tes émotions tout de suite. Tu appelles un vrai avocat et tu les enterres sous la paperasse. Nous avons parlé quelques minutes de plus et ces mots durs et logiques ont réussi à me ramener du bord dangereux sur lequel je marchais. Mais après avoir raccroché, les souvenirs ont commencé à affluer. Assis là dans l'appartement silencieux, les fantômes de mon enfance sont revenus me rendre visite, apportant avec eux le musée de mon passé invisible. Vous voyez, cette trahison massive de mon père n'était pas un nouveau développement. C'était juste le grand final d'un schéma épuisant de toute une vie. En grandissant,
j'étais le fils invisible. Mon père, Gédéon, dirigeait une petite entreprise de construction en difficulté qui était constamment au bord de l'effondrement total. C'était un homme faible, toujours à la recherche d'une sortie facile, toujours à essayer d'impressionner des gens riches qui ne se souciaient pas de lui. Et la personne qu'il adorait le plus au monde était mon jeune frère, Kylian. Kylian était l'enfant prodige, le préféré. Si Kylian voulait un nouvel ordinateur portable de jeu, mon père contractait un prêt à intérêt élevé pour l'obtenir. Si Kylian écrasait sa voiture parce qu'il roulait trop vite, mon père le couvrait, payait l'amende et lui achetait une voiture meilleure et plus rapide. Et moi, j'étais le cheval de trait, le simple soldat invisible. J'ai passé mes étés d'adolescence à transporter de lourdes briques, à balayer des chantiers poussiéreux et à faire un travail physique éreintant juste pour gagner quelques dollars pendant que Kylian restait dans sa chambre climatisée à jouer aux jeux vidéo toute la journée. Mes succès étaient ignorés, balayés comme normaux, et mes échecs étaient amplifiés en crise familiale massive. J'ai fermé les yeux, et un souvenir spécifique m'a frappé si fort que ça m'a fait mal à la poitrine. J'avais 18 ans. C'était un mardi matin de novembre glacial et la pluie tombait en épaisses couches glacées. Je me tenais dans notre allée en asphalte craquelé. Mon lourd sac de voyage vert en bandoulière, attendant le recruteur militaire pour me récupérer pour la formation de base. J'étais terrifié, seul et trempé jusqu'aux os. À l'intérieur de la maison chaude et bien éclairée, mon père et Kylian faisaient la fête. Kylian venait de recevoir une lettre d'acceptation dans une université privée d'élite ridiculement chère, une université dont il finirait par échouer en moins de 3 semestres parce qu'il refusait d'aller en cours. Mon père avait en fait ouvert une bouteille de champagne à 8 heures du matin. Je pouvais les entendre rire à travers la fenêtre avant. Ils n'ont même pas fait un pas sur le porche pour me dire au revoir. La seule personne qui se tenait dehors sous la pluie glaciale avec moi était mon grand-père, Thaddée. C'était un homme dur, silencieux, un vétéran de la guerre de Corée qui avait bâti sa vie de ses propres mains calleuses. Il se tenait à côté de moi, tenant un énorme parapluie noir au-dessus de ma tête, ignorant totalement l'eau glacée qui trempait ses propres bottes et pantalons. Il me regardait, ses yeux bleus vifs remplis d'une fierté féroce et tranquille. Il a posé une main lourde et rugueuse sur mon épaule et a serré fort. Un jour, mon garçon, cette famille réalisera que la fondation sur laquelle elle marche a été construite par le soleil qu'elle a ignoré, m'a-t-il dit, sa voix montant à peine au-dessus du bruit de la pluie torrentielle. Garde la tête baissée. Fais le travail acharné. La vérité vient toujours collecter la dette à la fin. J'avais accroché à ces mots exacts à travers chaque nuit misérable et glaciale passée à dormir dans la boue. À travers chaque déploiement de combat épuisant, à travers chaque moment où je voulais abandonner, grand-père Thaddée était la seule personne de toute cette famille qui m'ait jamais vraiment vu pour ce que j'étais. Et maintenant, ils essayaient de voler la dernière chose qu'il m'ait jamais donnée. Mon téléphone a soudainement vibré sur la table basse, me tirant du passé et me ramenant à la froide réalité de mon salon. L'écran s'est allumé avec un message texte d'un numéro inconnu. Je l'ai pris et j'ai lu les mots brillants dans la pénombre. Votre grand-père a laissé un gâchis. Ne l'aggravez pas, signez les papiers, Silas, ou nous traînerons votre dossier militaire dans la boue et nous nous assurerons que vous soyez renvoyé. J'ai regardé l'écran, lisant les mots 2 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. La menace était limpide, mais ce qu'ils ne comprenaient pas, ce qu'ils n'ont fondamentalement pas réussi à saisir, c'est qu'ils n'avaient plus acculé un enfant effrayé et négligé. Ils avaient acculé un soldat hautement entraîné. Et alors que je verrouillais mon téléphone et le jetais sur le canapé, une question sombre et dangereuse a résonné dans mon esprit, s'ils étaient prêts à faire la guerre pour cet argent, réalisaient-ils même le genre de monstre qu'ils réveillaient? Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à un point où mon propre père essayait de me déclarer légalement incompétent, il faut remonter le temps d'exactement 6 semaines. 6 semaines jour pour jour après que nous ayons enterré grand-père Thaddée dans la terre froide et dure. Les funérailles étaient une affaire sombre, grise et misérable. La pluie est tombée en une bruine lente et régulière tout l'après-midi, correspondant parfaitement au poids écrasant et lourd assis dans ma poitrine. Grand-père avait été mon roc, ma boussole morale, la seule raison pour laquelle je savais ce que signifiait être un homme décent et travailleur. Debout près de son cercueil en chêne poli, portant mon uniforme de cérémonie, j'ai ressenti un genre de chagrin qui vous vide littéralement de l'intérieur, ne laissant qu'une coquille vide. Mais ce qui me donnait vraiment la nausée, ce qui faisait serrer mes mains en poing sur mes côtés, c'était de regarder mon père. Gédéon jouait une performance digne d'un Oscar. Il tapotait des yeux parfaitement secs avec un mouchoir blanc, acceptant les condoléances d'associés qu'il connaissait à peine,
et jouant le rôle du fils dévasté. Et juste là, s'accrochant à son bras comme un parasite bien habillé, se trouvait Séraphine. Elle n'était dans le tableau que depuis 8 petits mois, 8 mois à battre ses longs cils, à porter des robes de créateurs inappropriées et décolletées lors de dîners de famille décontractés, et à poser constamment des questions subtiles et fouineuses sur le marché immobilier. Les portefeuilles d'actions et les actifs de construction. Elle sentait l'argent sur mon père, même si toute personne dotée d'un cerveau savait qu'il n'en avait presque plus. Et puis, exactement 3 jours après que nous ayons mis mon grand-père en terre, mon père l'a épousée. 3 jours, la terre sur la tombe n'était même pas encore sèche et mon père lui passait la bague au doigt. Le mariage a été organisé à la hâte dans un country club local hors de prix. C'était kitsch, bruyant et cela ressemblait à une insulte délibérée massive à tout ce que mon grand-père représentait. J'étais assis au dernier rang pendant la cérémonie. Ma mâchoire était si serrée que mes dents me faisaient vraiment mal. J'ai regardé mon père regarder cette femme comme si elle était son ultime sauveuse. Totalement aveugle au fait évident qu'elle était en train de le mesurer pour un cercueil financier. À la réception, les vautours ont commencé à tourner immédiatement. Ma tante Corinne, la sœur aînée de Gédéon, m'a accosté près du buffet. Elle a toujours été la commère de la famille, une femme amère et méchante qui se nourrit de drames et de misère. Eh bien, Silas, je suppose que tu vas bientôt retourner dans ta petite base militaire pour jouer dans la terre, a-t-elle ricané, regardant mon uniforme de cérémonie de haut en bas comme si c'était un costume d'Halloween bon marché. C'est dommage que tu n'aies pas pu t'offrir un vrai smoking pour le jour spécial de ton père. Dis-moi, Thaddée a-t-il laissé des instructions spécifiques? Gédéon est l'héritier légitime, bien sûr, en tant que seul fils, mais les choses ont été si terriblement secrètes. Je l'ai regardé, luttant contre toutes les envies de mon corps de lui dire exactement où elle pouvait se fourrer ses opinions. Je ne sais rien du testament, tante Corinne, ai-je menti doucement, gardant ma voix complètement plate. Je suis juste là pour soutenir mon père. Elle a ricané, a levé les yeux au ciel et s'est éloignée pour embêter quelqu'un d'autre. Mais la graine empoisonnée était déjà plantée. Toute la famille était impatiente de savoir où était passé l'argent du vieil homme. Plus tard ce soir-là, alors que le terrible orchestre de mariage jouait une chanson lente, Séraphine m'a trouvé debout seul près du bar ouvert, elle s'est glissée à côté de moi, un verre de champagne coûteux à la main. L'odeur de son parfum lourd envahissant à nouveau mon espace personnel. Elle m'a souri, mais ses yeux étaient froids, calculateur et mort. Les familles partagent tout, Silas. J'espère vraiment que Thaddée ne nous a pas caché de secret, a-t-elle dit doucement, sa voix portant à peine au-dessus de la musique forte dans la salle. Votre père a travaillé si dur toute sa vie pour subvenir aux besoins de cette famille. Ce serait une tragédie absolue s'il était laissé dans le froid. Je l'ai regardé, ne lui rendant pas le sourire. C'est mon grand-père, Séraphine. Son argent, c'est son affaire. Je suis sûr que les avocats s'en occuperont quand le moment sera venu. Son sourire s'est légèrement resserré. C'était une petite fissure dans son masque parfait. Mais je l'ai vu. Nous verrons, a-t-elle murmuré avant de tourner les talons et de retourner sur la piste de danse bondée. Si vous appréciez l'histoire jusqu'à présent et voulez voir comment cette belle-mère maléfique obtient exactement ce qu'elle mérite, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner. Vous ne croirez pas le piège dans lequel elle est tombée. Plus tard cette nuit-là, alors que la réception épuisante se terminait enfin et que les gens partaient, je suis sorti sur la terrasse en pierre sombre pour prendre l'air. La lourde porte vitrée menant à l'intérieur était entr'ouverte de quelques centimètres. Alors que je me tenais dans l'ombre fraîche, j'ai entendu des voix flotter d'un coin isolé et mal éclairé de la terrasse. J'ai jeté un coup d'œil derrière le grand pilier en béton. C'était Séraphine et mon frère, Kilian. Kilian était appuyé contre la balustrade en fer forgé, buvant un verre, l'air incroyablement suffisant dans son costume sur mesure. Séraphine se tenait inconfortablement près de lui, parlant d'un murmure feutré, intense et frénétique. Je te dis, Kilian, le vieil homme cachait les vrais actifs, sifflatait-elle, sa façade immaculée tombant complètement. Gédéon est trop stupide pour comprendre, mais toi et moi, nous savons mieux. Nous devons juste appliquer la bonne pression aux bons endroits. Silas sait quelque chose. Je le sens dans mes tripes. Il cache quelque chose. Ne t'inquiète pas pour le simple soldat, rit Kilian, faisant tourner la glace dans son verre de whisky. Silas est un idiot. Il ne sait que suivre les ordres et creuser des trous. Tu débloques l'argent du vieil homme. Tu t'occupes des avocats.
Et tu t'assures que ma start-up technologique obtienne le financement que tu as promis. Nous avons un accord. Séraphine sourit, levant son verre de champagne pour trinquer avec lui. Nous avons un accord, petit prince. Laisse-moi juste gérer ton frère. Je me suis reculé dans l'ombre, m'appuyant contre le mur de briques froids, mon sang se transformant en glace pure. Mon propre frère et ma toute nouvelle belle-mère complotaient activement pour déchirer la famille pour de l'argent, et j'étais la cible principale qu'ils devaient éliminer. Je suis parti dans la nuit, réalisant que la guerre avait déjà commencé. Mais que cherchait-il réellement? Et que savait-il vraiment de ce que grand-père avait laissé derrière lui? Le souvenir de cette nuit de mariage dégoûtante était gravé dans mon cerveau alors que j'étais assis dans mon appartement, regardant l'avis de compte bancaire gelé sur l'écran de mon téléphone. Il pensait que j'étais un idiot. Il pensait que j'étais juste un simple soldat stupide qui se soumettrait dès qu'un avocat sournois en costume élégant apparaîtrait. Il n'avait aucune idée de ce qui était réellement en jeu, et il n'avait aucune idée de ce que grand-père Thaddée avait construit. 2 semaines après le mariage, bien avant le gel, bien avant l'embuscade chez moi, j'avais reçu un appel téléphonique de Léandre Lacroix. Léandre était l'avocat de grand-père Thaddée. C'était un brillant avocat à l'ancienne, sans fioriture, qui travaillait dans un immense bureau au mur d'acajou au centre-ville. C'était un homme de très peu de mots, et il ne m'a pas fait perdre une seule seconde de mon temps quand je suis entré par ces lourdes portes en chêne. « Silas, asseyez-vous » avait dit Léandre, désignant la lourde chaise en cuir en face de son immense bureau. Il avait l'air fatigué. Ses lunettes de lecture étaient perchées précairement sur le bout de son nez. Il a sorti un dossier massif, incroyablement épais de son tiroir du bas et l'a posé au centre du bureau avec un bruit sourd. Je me suis assis, gardant ma posture rigide, posant mes mains sur mes genoux. « Est-ce à propos du testament, monsieur ?» ai-je demandé doucement. Léandre a hoché la tête lentement, retirant ses lunettes et se frottant les yeux. « Oui, votre grand-père a laissé des instructions très spécifiques, très strictes et très inhabituelles, et il m'a fait confiance pour les exécuter parfaitement. Ce que je suis sur le point de vous dire ne peut pas quitter cette pièce avant que le moment ne soit venu. Comprenez-vous, Silas ?» J'ai hoché la tête, sentant un nœud se former dans mon estomac. « Oui, monsieur. » Léandre a ouvert le dossier lourd, révélant des piles de documents financiers, des titres de propriété et des relevés bancaires. « Silas, votre grand-père ne vous a pas seulement laissé une maison et quelques comptes d'épargne. Il vous a laissé un empire. La valorisation totale du patrimoine, à ce matin, est d'environ 60 millions de dollars. » J'ai arrêté de respirer. L'air a littéralement quitté mes poumons. Je l'ai juste regardé, absolument sûr que j'avais mal entendu le chiffre. 60 millions, ai-je laissé échapper, ma voix rauque. Grand-père vivait dans une modeste maison de plein pied. Il conduisait un camion de 10 ans. D'où venait ce genre d'argent? Léandre s'est penché en avant, posant ses coudes sur le bureau, ses yeux rivés sur les miens. Il a révélé la plus grande ironie de toute ma vie. L'argent, Silas, c'est construction du bois. Mon esprit a tourné si vite que je me suis senti étourdi. Construction du bois, l'entreprise de mon père, mais l'entreprise de mon père a fait faillite il y a 7 ans. Il a tout perdu. Il a fait des petits boulots et de petits contrats pathétiques juste pour joindre les deux bouts depuis. C'est exactement ce que votre père croit, a expliqué Léandre doucement, tapotant un doigt sur une pile de papier. Il y a 7 ans, lorsque Gédéon a ruiné l'entreprise avec des investissements terribles et imprudents et d'énormes dettes impayées, Thaddée est intervenu en coulisses. Il a secrètement racheté toutes les dettes par le biais d'une société écran anonyme. Il a laissé Gédéon croire que l'entreprise avait fait faillite pour sauver sa fierté. Puis, Thaddée a pris les actifs restants, a tout restructuré de fond en comble et a bâti une énorme société de développement immobilier commercial sous un nom de société différent. Il a transformé l'échec total de votre père en un empire de 60 millions de dollars. Je suis resté là, complètement stupéfait, incapable de former une phrase cohérente. Mon grand-père avait littéralement sauvé le nom de notre famille de la ruine financière, bâti une fortune insensée à partir des cendres des erreurs de mon père, et n'en avait jamais dit un seul mot à personne. Il vivait comme un homme humble de la classe ouvrière tout en étant assis sur une montagne de richesses. La répartition est simple, a poursuivi Léandre, tournant une page dans le dossier épais. Il y a 12 millions de dollars en actifs liquides répartis sur divers comptes à haut rendement et fiducies sécurisés. Les 48 millions restants sont en avoirs immobiliers commerciaux, centres commerciaux,
immeubles de bureaux et contrats gouvernementaux incroyablement lucratifs. Et Thaddée vous a laissé chaque centime. Pourquoi moi, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure dans le bureau silencieux. Pourquoi ne pas le rendre à papa? C'est son fils. Parce que votre père est faible, Silas, et Thaddée le savait, a dit Léandre sèchement, sans se retenir. Mais plus important encore, Thaddée a vu Séraphine arriver de loin. Léandre a glissé un morceau de papier parchemin épais sur le bureau. C'était un document légal signé de l'écriture penchée familière de mon grand-père avec un énorme tampon de notaire rouge en bas. Thaddée a mis une condition très spécifique et inébranlable à cet héritage, a expliqué Léandre, désignant un paragraphe surligné. Le patrimoine était bloqué dans une fiducie de conservation. Il était conçu pour y rester pendant 5 ans pendant que vous terminiez votre service militaire. Cependant, la condition stipulait que si votre père, Gédéon Dubois, épousait légalement Séraphine Leclerc, la fiducie de conservation se dissoudrait immédiatement et la totalité des 60 millions de dollars serait transférée directement à votre nom sans aucune restriction. J'ai regardé le papier, lisant les mots encore et encore. Grand-père savait. Il savait qu'elle était une prédatrice, et il savait que mon père était assez stupide et seul pour l'épouser. Il a utilisé le mariage comme déclencheur ultime pour protéger l'argent. Au moment exact où ils ont dit oui. À cet hôtel, l'argent est devenu le vôtre, Silas. Thaddée savait qu'elle essaierait de le prendre, et il voulait s'assurer qu'elle se heurterait à un énorme mur de briques nommé Silas Dubois. Cette réunion avait eu lieu il y a quelques jours. J'étais sorti du bureau de Léandre portant le poids lourd et terrifiant d'un secret de 60 millions de dollars. Je n'avais dit à personne, mais d'une manière ou d'une autre, Séraphine avait compris que l'argent avait bougé. Elle ne savait pas combien, et elle ne connaissait pas les détails, mais son instinct de prédatrice lui disait que j'étais l'obstacle entre elle et un jour de paix. Et cela m'a ramené au moment présent. Assis dans mon appartement sombre, regardant la notification bancaire sur l'écran de mon téléphone. Compte gelé en attendant une audience de compétences. Elle avait frappé la première. Elle avait utilisé mon dossier militaire pour créer un faux récit dommageable selon lequel j'étais un vétéran brisé et instable à qui on ne pouvait pas faire confiance avec de l'argent. C'était une tactique dégoûtante, vile et impardonnable. Elle pensait qu'elle m'avait déjoué. Elle pensait que je paniquerais, embaucherais un avocat bon marché et finirais par me rendre. Mais alors que j'étais assis là à lire ce message encore et encore, le choc s'est estompé. Ce qui l'a remplacé était une rage froide, calculatrice et terrifiante. J'étais un sapeur de combat. Mon travail consistait à trouver des pièges cachés, à les démanteler et à faire exploser des obstacles massifs. Séraphine venait de construire un énorme mur légal juste devant moi. Pensait-elle vraiment que je ne savais pas comment le faire tomber? Le matin après que Séraphine et son avocat suffisant m'aient tendu une embuscade à mon appartement, je me suis réveillé avec une mission ardente et unique. Je devais comprendre à quel point cette trahison était profonde au sein de ma propre famille. Je devais savoir si mon père n'était qu'un pion manipulé ou s'il l'aidait activement à falsifier ses documents médicaux pour détruire ma vie. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour avoir la réponse. Exactement à 8 heures du matin, alors que je lassais mes bottes de combat, mon téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait le nom de Gédéon. J'ai laissé sonner 3 fois avant d'appuyer sur le bouton vert. Je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste mis le téléphone à mon oreille et j'ai attendu dans un silence absolu. Silas. La voix de mon père est passée par le haut-parleur, semblant tendue, montant d'une octave comme elle le faisait toujours quand il savait qu'il faisait quelque chose d'incroyablement mal. Silas, mon fils, Je sais que tu es probablement très contrarié par l'avis légal que tu as reçu hier soir. Contrarié, ai-je répété, ma voix complètement dépourvue d'émotion. Tu as envoyé un avocat chez moi pour geler mes comptes bancaires et prétendre que je suis mentalement incompétent devant un juge fédéral. Contrarié n'est pas le mot que j'utiliserai. Papa a soupiré lourdement. Un son pathétique et dramatique destiné à susciter la sympathie. Écoute-moi, s'il te plaît. Séraphine essaie juste de veiller sur l'avenir de cette famille. Nous savons que Thaddée t'a laissé quelque chose. Nous ne savons pas ce que c'est, mais ce n'est pas juste que tu nous le caches. Tu as traversé tellement de traumatismes dans l'armée. Séraphine a lu un article en ligne sur la façon dont les vétérans de combat ont du mal avec des décisions financières complexes. Nous faisons cela par amour, Silas. Nous voulons le gérer pour toi afin que tu ne fasses rien de fou. J'ai littéralement ri.
Un rire court, sombre et amer qui a résonné bruyamment dans ma cuisine vide. Vous avez falsifié une évaluation psychiatrique, papa. Vous avez commis un parjure devant un tribunal fédéral. Ce n'est pas de l'amour. C'est un crime fédéral passible de prison. Il a balbutié, sa fausse confiance s'effondrant instantanément. Nous n'avons pas. Ce n'est pas falsifié. C'est une évaluation indépendante basée sur votre dossier de service public, Silas. Signe juste le contrôle à nous. Nous nous assurons que tu seras pris en charge pour le reste de ta vie. Ne déchire pas cette famille. Je lui ai raccroché au nez. Il était inutile de parler à un homme qui mettait volontairement sa tête dans une guillotine juste parce que le bourreau avait un joli sourire et portait un bon parfum. J'ai pris mes clés et je me suis rendu à la base militaire. Je devais me concentrer sur le travail pour me vider la tête et trouver ma prochaine étape. Mais l'univers n'avait pas fini de me jeter des ordures ce jour-là. Alors que je sortais du parc automobile vers midi, essuyant de l'épaisse graisse noire de mes mains avec un chiffon sale, j'ai vu une voiture de sport importée neuve, ridiculement brillante, garée illégalement près de la caserne. Appuyé contre le capot de la voiture, portant des lunettes de soleil de designer, une chemise en lin taillé et tenant un café glacé fantaisiste, se trouvait mon frère, Kylian. Je me suis dirigé vers lui, mes lourdes bottes de combat grinçant bruyamment contre le gravier. Kylian a enlevé ses lunettes de soleil, me jetant ce sourire arrogant et suffisant qu'il avait perfectionné depuis que nous étions enfants. « Regarde-toi jouer dans la terre comme toujours », a ricané Kylian, désignant mon uniforme taché de graisse et de sueur. « Qu'est-ce que tu veux, Kylian ? » « Je travaille », ai-je dit, sans ralentir mon rythme, voulant le dépasser. Il s'est mis directement devant moi, bloquant mon chemin. « Papa m'a dit que tu lui avais raccroché au nez ce matin. »« Vraiment ? » ?»« Silas, c'est mature. Écoute, je suis ici pour te rendre un énorme service. Signe juste les formulaires de consentement. Laisse Séraphine s'occuper des choses juridiques ennuyeuses. Laisse papa gérer les actifs et tu pourras retourner jouer aux soldats sans aucun stress. Je l'ai regardé, absorbant l'audace pure de ce gamin. Tu as conduit 3 heures pour venir ici et agir comme le coursier de Séraphine. Qu'est-ce qu'elle t'a promis pour que tu viennes ici me harceler ? Kylian a ricané, croisant les bras, l'air profondément offensé. Je ne suis pas un coursier. Je suis un partenaire dans cette famille. Séraphine comprend les affaires modernes. Elle sait que ma start-up technologique est sur le point de faire une percée majeure dans l'industrie. Elle a promis d'injecter 2 millions de dollars de l'argent du patrimoine dans mon entreprise dès que tu aurais signé les papiers et débloqué les comptes. La confession lui a échappé si facilement, si naturellement, qu'il n'a même pas réalisé qu'il venait d'exposer toute la conspiration. 2 millions de dollars. C'était son prix. Il était prêt à les aider à qualifier son propre frère de fou traumatisé et instable. Tout ça pour financer une start-up crypto que tout le monde dans le monde réel savait être une arnaque massive. J'ai arrêté d'essuyer mes mains. J'ai jeté le chiffon sale sur le capot de sa voiture immaculée. Je me suis rapproché de lui. Kylian est plus grand que moi de quelques centimètres, mais il a instinctivement reculé, ses yeux fuyant nerveusement, réalisant soudain qu'il se tenait devant un homme qui cassait des choses pour vivre. Tu as vendu ton propre sang pour une start-up qui a fait faillite mardi dernier, ai-je dit, ma voix tombant dans un grognement bas et menaçant. La couleur a complètement disparu du visage de Kylian. Il avait l'air d'avoir été giflé. « Comment ? Comment sais-tu ça ?» a-t-il balbutié, serrant son café glacé. « Parce que contrairement à toi, je fais attention au monde réel, lui ai-je dit, m'approchant encore plus jusqu'à ce qu'il soit adossé à la portière de sa voiture. Tu n'as aucun levier. Tu n'as pas de start-up. Tu n'as rien. Et si tu montres à nouveau ton visage arrogant sur ma base, je ferai en sorte que la police militaire te traîne hors d'ici menottes au poignet pour intrusion sur propriété fédérale. Maintenant, monte dans ta voiture ridicule en leasing et disparais de ma vue avant que je ne fasse quelque chose que je regrette. » Kylian a ouvert la bouche pour argumenter, mais il a jeté un coup d'œil à mes yeux et a refermé sa mâchoire. Il s'est précipité dans sa voiture, renversant du café sur sa chemise, et a filé, soulevant un énorme nuage de poussière sur son passage. Je l'ai regardé partir, ressentant une tristesse profonde et lourde mélangée à une clarté absolue. Mon père était faible et désespéré. Mon frère était cupide et stupide, et Séraphine tirait toutes leurs ficelles comme un maître marionnettiste. Ils m'avaient déclaré la guerre, et ils utilisaient toutes les sales ruses possibles pour me briser.
J'ai terminé mon quart de travail en silence, mon esprit fonctionnant avec une précision mécanique froide. Je suis retourné à mon appartement. Je suis entré dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte derrière moi et j'ai cherché sous mon lit. J'ai sorti une lourde boîte en bois couverte de poussière avec des charnières en laiton. La boîte que grand-père Thaddée avait donnée à Léandre, que Léandre m'avait transmise. Il était temps d'ouvrir le dossier du mort et de voir quel genre de munitions mon grand-père m'avait laissé. Je me suis assis sur le sol de ma chambre, la lourde boîte en laiton posée entre mes genoux. L'appartement était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine et du bruit lointain de la circulation à l'extérieur. J'ai glissé la petite clé en laiton dans la serrure complexe et je l'ai tournée. Elle s'est ouverte avec un clic solide et satisfaisant qui a résonné dans la pièce silencieuse. J'ai soulevé le lourd couvercle en bois. À l'intérieur, la boîte sentait le vieux papier, le cuir et le tabac à pipe. L'odeur de grand-père Thaddée. J'ai senti une boule douloureuse se former dans ma gorge, mais je l'ai avalée de force. Ce n'était pas le moment du chagrin. C'était le moment de la guerre, et les soldats ne pleurent pas sur le champ de bataille. La boîte était méticuleusement emballée, chaque article placé avec un soin délibéré. Au-dessus se trouvait une épaisse enveloppe Kraft étiquetée « Investigation Ortiz » au marqueur noir en gras. En dessous se trouvait un journal en cuir noir, une pile de documents légaux scellés et une petite clé USB argentée brillante scotchée à l'intérieur du couvercle. J'ai d'abord ouvert l'enveloppe Kraft. C'était un dossier complet et incroyablement détaillé, compilé par un détective privé haut de gamme nommé Samuel Ortiz. Mais alors que je lisais la toute première page, le génie stupéfiant de ce que mon grand-père avait fait m'a frappé comme un train de marchandises en fuite. Thaddée n'avait pas seulement engagé un détective privé pour enquêter sur le passé de Séraphine. Séraphine avait en fait engagé un détective privé en premier. Des mois avant le mariage, pour fouiller les actifs de Thaddée et découvrir combien il valait. Quand Thaddée a découvert qu'il était suivi, il ne s'est pas fâché. Il l'a simplement surenchéri. Il a payé le propre enquêteur de Séraphine le triple de son taux journalier pour lui fournir de fausses informations manipulées sur le fait que l'entreprise était en faillite, tout en demandant simultanément à l'enquêteur de déterrer tous les sombres secrets de Séraphine. J'ai passé les 3 heures suivantes assis sur ce sol dur, lisant les rapports page par page. C'était horrible. C'était un chef-d'œuvre de manipulation. Séraphine avait été mariée 2 fois avant de rencontrer mon père. Son premier mari était un riche propriétaire de concessions automobiles dans l'Ohio. 3 ans après le mariage, elle l'a accusé de graves violences domestiques, a bloqué tous ses actifs commerciaux dans une bataille judiciaire brutale et est repartie avec un énorme règlement de plusieurs millions de dollars. Les allégations de violence ont ensuite été prouvées complètement fausses par la police locale, mais l'argent était déjà parti et la réputation de l'homme était ruinée. Son deuxième mari était un chirurgien orthopédique à la retraite, très respecté, en Arizona. Celui-là était encore pire. Lorsque le chirurgien a commencé à comprendre qu'elle détournait de grosses sommes d'argent de ses comptes de retraite pour financer son style de vie somptueux, elle a tenté de le faire déclarer mentalement incompétent. Elle a utilisé un avocat véreux et agressif pour déposer des documents médicaux falsifiés, affirmant que le chirurgien souffrait d'une démence précoce et de paranoïa. Mon sang s'est glacé dans mes veines alors que je lisais le nom de l'avocat qui l'avait aidé à exécuter cette arnaque en Arizona, Alaric Lacroix. C'était exactement le même scénario. Elle me faisait subir exactement la même arnaque malade et tordue qu'elle avait faite au chirurgien. Et Alaric Lacroix n'était pas seulement son avocat actuel, nouvellement embauché. C'était son complice de longue date, son partenaire dans le crime. J'ai soigneusement posé l'épaisse pile de documents et j'ai pris la petite clé USB argentée. Je l'ai branchée sur mon ordinateur portable et j'ai ouvert le seul fichier vidéo qu'elle contenait. L'écran s'est allumé et j'ai soudainement vu mon grand-père. Il était assis dans son fauteuil en cuir usé préféré, l'air frêle, la peau pâle à cause de la maladie brutale qui allait finalement lui prendre la vie. Mais ses yeux. Ses yeux étaient aussi vifs, en colère et inflexibles que l'acier. Silas. Sa voix résonna dans les haut-parleurs de l'ordinateur portable. Rugueuse, fatiguée, mais remplie d'autorité. Si tu regardes ça, la guerre a commencé. Cela signifie que Gédéon a été assez stupide pour épouser cette vipère, et elle a finalement fait son mouvement contre toi. Il fit une pause, prenant une lente et douloureuse inspiration, sa poitrine cliquetant légèrement. J'aimerais pouvoir te protéger de la laideur de ce monde, mon garçon, mais tu es un soldat. Tu sais que parfois il faut traverser le feu pour brûler la pourriture.
Séraphine Leclerc est une prédatrice. Elle détruit de bonnes familles pour le profit. J'ai passé la dernière année à rassembler chaque pièce de preuve nécessaire pour la mettre derrière les barreaux pour très, très longtemps. Grand-père se pencha plus près de l'objectif de la caméra, son expression se durcissant en quelque chose de terrifiant. Mais écoute-moi attentivement, Silas, ne te bats pas loyalement. Elle ne le fera pas. Elle mentira. Elle falsifiera des documents. Elle utilisera ton propre père et ton frère contre toi. Laisse-la. Laisse-la construire son fragile château de cartes. Laisse-la croire qu'elle a gagné. Et quand elle se tiendra devant un juge, se sentant la personne la plus intelligente de la pièce, tu frappes fort. Protège l'héritage, Silas. Je t'aime, mon fils. La vidéo est devenue noire. Je suis resté là dans l'obscurité, la lueur bleu pâle de l'ordinateur portable illuminant mon visage. Les larmes que j'avais retenues pendant des semaines sont finalement tombées, ruisselant chaudes et rapides sur mes joues. Il s'était battu pour moi alors qu'il mourait sur une chaise. Il avait passé ces derniers mois douloureux à construire un bouclier impénétrable pour me protéger d'une menace dont je ne savais même pas qu'elle existait. Je me suis essuyé le visage avec le tissu rugueux de ma manche, ma tristesse se transformant instantanément en quelque chose d'incassable et de mortel. J'ai regardé l'énorme pile de preuves étalées sur mon sol. Les documents falsifiés, les dossiers financiers, la preuve indéniable de tous les crimes passés d'Alaric Lacroix. C'était une arme chargée et dévastatrice que m'avait remise un fantôme. J'ai pris mon téléphone et j'ai vérifié l'heure. Il était 2 heures du matin. Je m'en fichais. J'ai trouvé le contact et j'ai composé le numéro. Il a répondu à la 4e sonnerie, sa voix épaisse et pâteuse de sommeil. Silas, sais-tu quelle heure il est? Tout va bien? Je suis désolé de vous réveiller, Léandre, ai-je dit, ma voix froide, stable et complètement dépourvue d'hésitation ou de peur, mais j'ai besoin que vous rédigiez une réponse à l'ordonnance de gel d'urgence tout de suite. Nous n'allons pas leur demander de la lever discrètement. Nous allons exiger une audience de médiation d'urgence immédiate devant un juge fédéral. Il y a eu une longue pause sur la ligne. J'ai entendu le froissement des draps alors que Léandre s'asseyait dans son lit, instantanément réveillé. Silas, une audience de médiation leur donne exactement ce qu'ils veulent. Ils veulent vous faire témoigner sous serment et vous faire paraître instable devant un magistrat. Je sais, ai-je répondu, regardant la photo de surveillance brillante de Séraphine et Alaric dans le dossier de l'enquêteur. Je vais marcher droit dans leur piège. Je vais les laisser le tendre, mais je ne vais pas seulement débloquer mes comptes bancaires, Léandre. Je vais tout lui prendre. Je vais m'assurer qu'elle ne ruinera plus jamais une autre famille. J'ai entendu Léandre pousser un sifflement bas et impressionné. Je ferai les dépôts d'ici le matin. Dormez un peu, soldats. Nous partons en guerre. J'ai raccroché le téléphone. Dormir était totalement hors de question. J'ai passé le reste de la nuit à mémoriser chaque page, chaque date et chaque mensonge de cette boîte. Séraphine avait voulu une guerre. Elle avait essayé de geler ma vie, de voler mon héritage et de me faire passer pour un homme brisé. Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle n'avait pas seulement cherché une bagarre avec un simple soldat. Elle s'était cherché une bagarre avec un sapeur de combat armé de 60 millions de dollars et de la fureur d'un homme mort. Et dans quelques jours, dans une salle d'audience froide et silencieuse, elle allait apprendre exactement ce qui se passe quand on marche sur une mine qu'on n'a pas vue venir. La salle de médiation fédérale était située au 3e étage d'un bâtiment stérile et gris du centre-ville. C'était un espace conçu pour dépouiller toute chaleur et humanité, ne laissant que des faits froids et durs. Les murs étaient peints d'une teinte beige offensante. Le tapis était d'un gris industriel mince, et les lumières fluorescentes au-dessus bourdonnaient d'un faible et incessant vrombissement qui me donnait instantanément mal à la tête. C'était le genre de pièce où les vies étaient démantelées et divisées en de petites piles de paperasse légale. Je suis arrivé exactement 15 minutes en avance. Je portais mon uniforme de classe A. Chaque bouton en laiton était poli jusqu'à briller comme un miroir. Mes médailles étaient parfaitement alignées et mes bottes étaient cirées à la perfection, d'un noir brillant. Je ne portais pas l'uniforme pour me montrer. Je le portais parce que mon grand-père avait été enterré dans le sien et que je voulais que son souvenir soit assis à cette table avec moi. Léandre Lacroix est entré juste à côté de moi, portant une mallette en cuir usé qui semblait avoir survécu à 3 guerres différentes. Il n'avait pas l'air nerveux. Il avait l'air d'un homme qui s'apprêtait à chasser. 10 minutes plus tard, la porte s'est ouverte et le cirque est enfin arrivé.
Séraphine est entrée la première, vêtue d'une robe sombre et modeste, clairement choisie pour lui donner l'apparence d'une figure maternelle endeuillée et préoccupée. Elle portait même un délicat collier en croix d'argent, un accessoire que je ne l'avais jamais vu porter auparavant. Alaric Lacroix est entré juste derrière elle, vêtu d'un costume bleu marine qui coûtait plus que tout mon salaire mensuel. Il avait l'air incroyablement suffisant, portant sa mallette brillante avec la confiance d'un homme qui pensait avoir déjà truqué le jeu. Mon père, Gédéon, les a suivis de près, les épaules voûtées, les yeux refusant de croiser les miens. Il avait l'air plus vieux, fatigué et entièrement abattu. En dernière position, ma tante Corinne, qui s'était apparemment invitée juste pour assister au drame, et mon frère Kilian. Kilian s'est assis à l'extrémité de leur côté de la longue table en bois, sortant son téléphone et commençant immédiatement à faire défiler l'écran, l'air ennuyé et complètement déconnecté de la réalité de la situation. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans un silence total et suffocant. Séraphine a refusé de me regarder, préférant fixer tristement ses mains parfaitement manucurées. Alaric s'occupait d'arranger ses documents parfaitement tapés en piles nettes et intimidantes. Exactement à 9 heures, la lourde porte en bois s'est à nouveau ouverte, et la juge Odélie est entrée. C'était une femme d'une cinquantaine d'années aux traits marqués, aux cheveux argentés tirés en un chignon serré, et aux yeux qui semblaient pouvoir trancher l'acier. Elle n'a pas souri en prenant place à la tête de la table. Elle a ouvert l'énorme dossier devant elle, a ajusté ses lunettes de lecture et a regardé autour de la pièce. « Terminons, a dit la juge Odélie, sa voix sèche et autoritaire. Nous sommes ici pour discuter du gel d'actifs d'urgence imposé à Silas Dubois. Demandé par les plaignants, Gédéon Dubois et Séraphine Leclerc. Monsieur Lacroix, vous avez déposé la motion initiale. Vous avez la parole. Alaric s'est levé, boutonnant sa veste de costume. Il s'est raclé la gorge, faisant une performance magistrale d'un avocat profondément préoccupé. Votre honneur, nous sommes ici aujourd'hui par un profond sentiment de devoir familial et d'amour. Mes clients sont terrifiés pour le bien-être de leur fils et beau-fils, Silas. Comme vous pouvez le voir d'après l'évaluation médicale soumise en annexe A, Monsieur Dubois souffre d'un grave traumatisme de combat non traité résultant de son long service militaire. Alaric a pris un morceau de papier et l'a agité comme un drapeau. Nous pensons que permettre à un jeune homme dans son état mental fragile d'avoir un accès soudain et illimité à un patrimoine financier massif est non seulement irresponsable, mais dangereux. Nous demandons simplement à la Cour d'accorder une tutelle complète à son père, Gédéon, afin que la famille puisse gérer les actifs et s'assurer que Silas reçoive l'aide psychiatrique intensive dont il a si désespérément besoin. Séraphine a parfaitement synchronisé sa performance. Au moment où Alaric a terminé sa phrase, elle a poussé un léger soupir tremblant, elle a fouillé dans son sac à main, a sorti un mouchoir et a tapoté ses yeux secs. Cela me brise le cœur de le voir souffrir, votre honneur, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant d'une fausse émotion. Il s'enferme. Il est agressif. Nous voulons juste retrouver notre garçon. Nous voulons juste le protéger de lui-même. Je suis resté parfaitement immobile, mes mains posées à plat sur la table devant moi. Je n'ai pas cligné des yeux. Je n'ai pas serré la mâchoire. Je les ai laissés parler. Je les ai laissés tisser leur toile de mensonges vile et dégoûtante devant un juge fédéral. J'ai regardé mon père fixer le grain de la table en bois. Trop lâche pour parler, trop lâche pour défendre sa propre chair et son sang. J'ai regardé Kilian lever enfin les yeux de son téléphone, un petit sourire avide jouant sur ses lèvres alors qu'il imaginait sa fausse start-up obtenir un financement. Ils ont creusé le trou. Ils l'ont creusé à 3 mètres de profondeur et ils y ont sauté. Confiant qu'ils m'avaient enterré sous la terre. La juge Odélie a écouté toute la performance sans montrer la moindre émotion. Elle a méticuleusement pris des notes sur son bloc-notes jaune, sa plume grattant bruyamment dans la pièce silencieuse. Quand Séraphine a finalement terminé sa routine de pleurs théâtrales, la juge a posé sa plume et a croisé les mains. Ce sont des allégations très sérieuses, monsieur Lacroix. La tutelle prive un citoyen de ses droits fondamentaux, a dit la juge lentement. Elle a tourné son regard perçant vers moi. La défense a maintenant la parole. Monsieur Lacroix, votre client souhaite-t-il répondre à ces allégations psychiatriques? Léandre s'est levé lentement, les articulations de ses genoux craquant légèrement. Il n'a pas boutonné sa veste. Il n'a pas sorti une énorme pile de papier. Il a simplement fouillé dans sa mallette en cuir usé et en a sorti un petit objet rectangulaire noir. Il l'a posé doucement au centre de la table en bois. C'était un haut-parleur Bluetooth portable.
Votre honneur, a dit Léandre, sa voix calme et totalement imperturbable. La défense n'a aucun document médical à soumettre aujourd'hui. Au lieu de cela, nous aimerions soumettre une seule pièce de preuve audio qui clarifiera la nature exacte de la profonde préoccupation familiale des plaignants. Alaric fronça les sourcils, jetant un regard nerveux au haut-parleur. Objection, votre honneur. Les enregistrements audio sans consentement des deux parties sont irrecevables dans cet état à moins qu'il n'y ait un prétexte de sécurité clair. L'audio a été capturé sur un système de sécurité domestique visible, légalement enregistré, à l'intérieur de la résidence privée de mon client, a rétorqué Léandre en douceur, sans même regarder Alaric. Selon la loi de l'État, il n'y a aucune attente de vie privée lorsque vous entrez sans y être invité dans le salon de quelqu'un. La juge au délit a semblé intriguée. Je l'autorise. Jouez l'enregistrement, monsieur Lacroix. Voyons de quel genre de préoccupation il s'agit. Léandre a sorti son téléphone de sa poche et a tapé sur l'écran. La pièce a retenu son souffle, attendant que le piège du mort se referme enfin. Le petit haut-parleur Bluetooth a grésillé. L'audio était incroyablement net, enregistré en haute définition par la caméra cachée que mon grand-père avait insisté pour que j'installe il y a des années après une série de cambriolages dans mon complexe d'appartements. Le son de talons au couteau claquant sur le bois dur a résonné dans la salle de médiation silencieuse. Puis la voix de Séraphine a retenti, forte et claire, sans aucune de la fausse sympathie tremblante qu'elle venait de montrer au juge. Assure-toi que les formulaires de SSPT aient l'air authentiques, Alaric. Le juge va les gober. Le traumatisme militaire est l'excuse la plus facile pour geler des actifs en ce moment. La salle de médiation s'est instantanément transformée en un vide. L'air a été aspiré de l'espace si violemment que j'ai presque pu l'entendre siffler à mes oreilles. Ne vous inquiétez pas pour le juge, a répondu la voix d'Alaric à travers le haut-parleur, sonnant arrogant et dédaigneux. J'ai un médecin sur ma liste de paix qui signe ses évaluations psychiatriques dans son sommeil. Nous devons juste rendre le gamin assez en colère pour qu'il ait l'air instable au tribunal. Une fois les comptes débloqués au nom de Gédéon, nous transférons les fonds vers les comptes de holding offshore dont nous avons discuté. Et Kilian, a demandé la voix de Séraphine sur l'enregistrement. Nous donnons à l'idiot de frère ses 2 millions pour qu'il se taise, et nous drainons lentement le reste avant que Gédéon ne se rende compte de ce qui lui arrive. C'est exactement comme l'affaire d'Arizona, juste avec un paiement plus important. Léandre a tapoté l'écran de son téléphone, coupant l'audio. Le silence qui a suivi était lourd, toxique et incroyablement dangereux. Je n'ai pas bougé un muscle. J'ai juste déplacé mes yeux sur la table pour regarder la dévastation se dérouler en temps réel. Séraphine était figée. Le faux mouchoir est tombé de sa main tremblante, flottant jusqu'au tapis gris et moche. Toute la couleur avait complètement disparu de son visage, la laissant ressembler à un mannequin de cire laissé au soleil. Sa bouche s'est ouverte et fermée silencieusement comme un poisson sorti de l'eau, haletant désespérément pour l'air. À côté d'elle, Alaric Lacroix avait l'air d'être sur le point d'avoir une crise cardiaque. Ses stylos coûteux ont glissé de ses doigts et ont cliqué sur la table en bois. Ses mains tremblaient si violemment qu'il a dû les presser à plat contre ses cuisses juste pour cacher les tremblements. L'avocat suffisant et confiant avait disparu, remplacé par un criminel terrifié qui savait qu'il venait d'être pris en flagrant délit de fraude fédérale. Ma tante Corinne a poussé un grand soupir dramatique, pressant une main sur sa poitrine. Kilian a laissé tomber son téléphone sur la table, les yeux écarquillés d'horreur absolue alors qu'il réalisait que son précieux accord de 2 millions de dollars venait d'être diffusé à un magistrat fédéral. Gédéon, cependant, était le spectacle le plus pathétique de tous. Mon père a lentement tourné la tête pour regarder Séraphine. Ses yeux étaient grands ouverts, confus et remplis d'une réalisation soudaine et fracassante. « Attendez » a-t-il balbutié, sa voix faible et tremblante. « Attendez, qu'est-ce que c'est, Séraphine ? Quel compte offshore ? Quelle affaire d'Arizona ?» Avant que Séraphine ne puisse même tenter de former un mensonge, Léandre Lacroix a sorti un épais dossier relié de sa mallette et l'a glissé agressivement sur la table, directement vers la juge au délit. « Votre honneur » a dit Léandre, sa voix résonnant d'une autorité absolue. Cet audio a été enregistré il y a 5 jours. L'affaire d'Arizona à laquelle monsieur Lacroix fait référence sur cette bande est détaillée dans le dossier que je viens de vous remettre. Il y a 6 ans, Séraphine Leclerc était mariée à un chirurgien orthopédique à la retraite à Phoenix. Lorsqu'il a découvert qu'elle détournait ses fonds de retraite, elle a engagé monsieur Lacroix pour falsifier des évaluations psychiatriques, affirmant que son mari souffrait de démence grave.
Ils ont tenté de saisir l'intégralité de son patrimoine en utilisant exactement les mêmes tactiques frauduleuses qu'ils déploient aujourd'hui contre un soldat décoré des forces armées des États-Unis. La juge Odélie a ouvert le dossier. Ses yeux ont parcouru les pages, absorbant la preuve indéniable que l'enquêteur de mon grand-père avait déterrée. La pièce était si silencieuse que j'entendais le bourdonnement des lumières fluorescentes et la respiration haletante et paniquée d'Alaric. Lorsque la juge a enfin levé les yeux, son visage était sculpté dans la pierre. Il n'y avait ni sympathie, ni patience. Il n'y avait que la colère terrifiante et inflexible du système judiciaire. Monsieur Lacroix, a-t-elle commencé, sa voix dangereusement basse et dangereusement calme. Êtes-vous pleinement conscient des directives fédérales obligatoires en matière de détermination de la peine pour avoir soumis des évaluations psychiatriques falsifiées, commis un parjure et tenté de frauder un vétéran des forces armées des États-Unis? Alaric a essayé de se lever, mais ses genoux ont légèrement flanché, le forçant à s'appuyer lourdement contre la table. Votre honneur, je peux expliquer. Cet enregistrement est sorti de son contexte. Le docteur a donné un avis préliminaire basé sur. N'insultez pas mon intelligence dans ma propre salle d'audience, monsieur Lacroix, a aboyé la juge Odélie, sa voix claquant comme un fouet. Vous et votre client êtes venus ici aujourd'hui, avez fait perdre du temps à la cour et avez tenté d'utiliser le système juridique pour faciliter un vol qualifié. Vous avez falsifié des documents médicaux pour déclarer mentalement incompétent un officier militaire sain d'esprit et en service. Ce n'est pas un malentendu. C'est une conspiration criminelle. Séraphine a enfin retrouvé sa voix. Elle a tendu la main, saisissant la manche d'Alaric avec des doigts griffus. Fais quelque chose, a-t-elle sifflé frénétiquement. Répare ça. Dis-lui que c'est faux. Alaric a retiré son bras, son instinct de survie prenant le dessus. Tais-toi, a-t-il sifflé en retour, sa façade polie complètement brisée. Tu es seule, Séraphine. Je n'irai pas en prison fédérale pour toi. Gédéon s'est levé si vite que sa chaise a grincé bruyamment sur le sol. Il a regardé Séraphine, les larmes aux yeux, son monde entier s'effondrant autour de lui. Tu m'as menti, a-t-il murmuré, sa voix brisée par l'agonie pure. Tu as dit que tu essayais de le protéger. Tu as dit que Silas était malade. Tu essayais de tout voler. Tu allais vider les comptes de mon fils et me laisser sans rien. Séraphine l'a regardé, et pour la première fois depuis que je l'avais rencontré, le masque est tombé complètement. La belle-mère douce et attentionnée a disparu, et la prédatrice venimeuse et avide a montré son vrai visage. Oh, grandis, Gédéon, a-t-elle claqué, sa voix dure et laide. Tu es un vieil homme faible et pathétique qui n'a même pas pu maintenir une petite entreprise de construction à flot. Tu pensais vraiment que je t'avais épousé pour ta charmante personnalité? J'ai senti l'argent du vieil homme le jour où je t'ai rencontré. Tu n'étais que le pont incroyablement stupide que je devais traverser pour y arriver. Gédéon a reculé comme s'il avait été physiquement frappé au visage. Il a trébuché en arrière, heurtant le mur, enfouissant son visage dans ses mains tandis qu'un sanglot fort et misérable déchirait sa gorge. Le château de cartes ne s'était pas seulement effondré. Il avait pris feu, avait brûlé jusqu'au sol, et le vent dispersait les cendres dans la salle d'audience. Ils se retournaient les uns contre les autres, se déchirant comme des animaux affamés. Et je n'avais pas encore dit un seul mot. Je suis resté là à regarder la destruction que mon grand-père avait orchestrée d'outre-tombe, attendant le moment parfait pour leur laisser tomber le coup de grâce à tous. La juge Odélie a claqué son lourd maillet en bois sur la table. Le craquement sec a coupé le brouhaha chaotique. Silence. A-t-elle rugi, sa voix résonnant sur les murs stériles. Si quelqu'un prononce un autre mot sans ma permission, je ferai en sorte que les huissiers vous tiennent pour outrage au tribunal. La pièce est instantanément tombée dans un silence mort. Alaric s'est enfoncé dans sa chaise, l'air physiquement malade. Séraphine était assise raidement, les bras croisés, fixant la table avec une haine pure. Kylian se tassait sur son siège, essayant de se faire aussi petit et invisible que possible. La juge Odélie a pris une profonde inspiration, ajustant ses lunettes. Le gel d'actifs d'urgence imposé au compte de Silas Dubois et par la présente dissout immédiatement avec une extrême préjudice. De plus, je contacte le bureau du procureur fédéral directement depuis mes bureaux. Monsieur Lacroix, vous avez l'ordre de remettre votre passeport au greffier avant de quitter ce bâtiment. Vous et votre client ferez face à une enquête fédérale massive pour fraude et parjure. La juge a tourné son regard vers moi.
Ses yeux se sont adoucis d'une fraction. Monsieur Dubois, la Cour s'excuse sincèrement pour ce que vous avez traversé aujourd'hui. Vous avez servi votre pays et vous ne méritiez pas d'être traité ainsi par les personnes qui auraient dû vous protéger. Y a-t-il quelque chose que vous souhaitez dire pour le compte rendu officiel avant que nous ne levions la séance? Je me suis levé lentement. J'ai ajusté la veste de mon uniforme. Me tenant au repos, le dos parfaitement droit, j'ai regardé au-delà de la juge. J'ai regardé directement mon père, qui était toujours appuyé contre le mur, et mon frère, qui refusait de me regarder dans les yeux. Oui, votre honneur, ai-je dit, ma voix calme, portant clairement dans la pièce. Il y a quelque chose que ma famille doit comprendre au sujet de l'argent qu'elle était si désespérée de voler. Je me suis tourné entièrement vers Gédéon. Mon père a tressailli quand mes yeux se sont fixés sur les siens. Tu es resté là et tu as laissé cette femme me faire passer pour une victime de guerre brisée et instable, ai-je dit, gardant mon ton mortellement calme. Tu étais prêt à m'enfermer dans un asile psychiatrique juste pour pouvoir contrôler l'héritage. Mais ce que tu ne réalises pas, papa, c'est que tu n'as jamais eu la chance de le contrôler. Et tu n'as même jamais su ce que c'était. Gédéon a dégluti difficilement, essuyant des larmes de son visage. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-il balbutié. J'ai regardé Léandre. Il a légèrement hoché la tête. Le patrimoine que grand-père Thaddée m'a laissé n'est pas seulement quelques comptes d'épargne et une police d'assurance vie, ai-je expliqué, observant attentivement leur visage. Il est évalué à environ 60 millions de dollars. Un souffle collectif et aigu a balayé leur côté de la table. Tante Corinne a poussé un petit cri étouffé. La tête de Séraphine s'est relevée, les yeux écarquillés d'une frénésie maniaque et avide. 60 millions, a-t-elle chuchoté. L'ampleur même de la richesse a court-circuité son cerveau. Ces 60 millions de dollars, ai-je continué, ma voix devenant plus froide. Mais voici l'ironie tragique de tout cela, papa. L'argent, l'empire, ces constructions du bois. La mâchoire de Gédéon est littéralement tombée. Il m'a regardé comme si je parlais une langue étrangère. Construction du bois a fait faillite il y a 7 ans, a-t-il balbutié. J'ai tout perdu. Non, les jeux corrigeaient durement. Tu l'as ruiné parce que tu étais faible. Grand-père Thaddée a racheté toutes tes terribles dettes par le biais d'une société écran. Il t'a laissé croire que tu avais échoué pour que tu ne traînes pas le nom de la famille dans la boue devant les tribunaux publics. Il a pris les cendres de ton échec, a reconstruit l'entreprise de fond en comble et l'a transformée en un immense empire immobilier commercial. Il a bâti un royaume à partir de la saleté que tu avais laissée derrière toi. Killian a soudainement commencé à tousser violemment. Il s'est étouffé avec sa propre salive, son visage devenant d'un violet foncé alors que la réalité le frappait. Il avait trahi son propre frère, participé à une conspiration criminelle et risqué la prison fédérale pour une misérable promesse de 2 millions de dollars d'une escroc alors que son propre frère de sang était assis sur un empire de 60 millions de dollars. Le regret rayonnant de Killian était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Et il y a une dernière chose, ai-je dit, me penchant légèrement, posant mes jointures sur la table. Je ne vous cachais pas l'argent, papa. Je ne pouvais littéralement pas le toucher. Grand-père l'a enfermé dans une fiducie. Il était censé rester bloqué pendant 5 ans pendant que je terminais mon contrat militaire. J'ai regardé Séraphine, qui vibrait d'une rage contenue, et j'ai esquissé un sourire froid et sans humour. Mais grand-père Thaddée était un homme intelligent, ai-je dit. Il t'a vu venir, Séraphine. Il savait exactement ce que tu étais. Alors, il a mis une clause spécifique dans le testament. Les 60 millions de dollars ne seraient libérés entièrement et complètement à mon nom qu'à une seule condition spécifique. Quelle condition, a chuchoté Gédéon. La condition était votre mariage, lui ai-je dit, la vérité retentissant comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. La seconde exacte où vous avez dit oui à ce parasite, la fiducie s'est dissoute. L'argent est devenu le mien. Grand-père savait qu'elle viendrait chercher les actifs, et il voulait s'assurer qu'elle se heurterait directement à un mur de briques. Séraphine a poussé un cri fort et perçant de frustration. Elle s'est jetée en avant, saisissant la lourde chaise en bois sur laquelle elle était assise et la poussant violemment à travers la pièce. Elle s'est fracassée contre le mur, écaillant la peinture. « Tu m'as piégé » a-t-elle hurlé, me pointant un doigt tremblant, le visage rouge et déformé par la fureur. « Toi et ce vieil homme mort m'avez piégé. Je n'ai même pas scié. Je suis resté là à la regarder.
Nous ne t'avons pas piégé, Séraphine, ai-je dit doucement. Tu as construit le piège toi-même. Nous t'avons juste laissé y marcher. La juge Odélie a frappé une dernière fois son maillet. Huissier, veuillez escorter les plaignants et leur avocat hors de ma salle d'audience et assurez-vous que Monsieur Lacroix remet son passeport avant d'atteindre les ascenseurs. La séance est levée. Si vous avez aimé voir cette belle-mère maléfique et son avocat corrompu se faire absolument détruire dans un tribunal fédéral, je dois vous demander de faire quelque chose maintenant. Descendez dans les commentaires et tapez « Je gagne ». C'est notre code secret pour les vrais qui regardent jusqu'à ce que les ennemis tombent. Je lirai chaque commentaire. Laissez un cœur et répondez à tous ceux qui tapent « Je gagne ». Je me suis détourné de ma famille alors que les maréchaux armés intervenaient. La guerre était officiellement terminée et le mort avait gagné. Le couloir à l'extérieur de la salle de médiation semblait 10 degrés plus froid que la salle d'audience. Les lumières fluorescentes crurent bourdonner au-dessus alors que je sortais, portant ma casquette d'uniforme sous mon bras. Léandre Lacroix marchait à côté de moi, sa mallette usée bien en main, un rare et léger sourire aux lèvres. « Eh bien, Silas, dit Léandre doucement, ajustant ses lunettes. J'ai pratiqué le droit pendant 35 ans. Ce fut sans aucun doute le démantèlement le plus efficace d'une allégation frauduleuse que j'ai jamais vue. Thaddée serait incroyablement fier de vous. » « Merci, Léandre, répondis-je, lui serrant fermement la main. « Merci d'être resté à mes côtés. » Tandis que Léandre se dirigeait vers les ascenseurs, j'entendis les lourdes portes de la salle d'audience s'ouvrir derrière moi. 2 maréchaux fédéraux escortèrent Séraphine et Alaric. Séraphine ne criait plus, mais elle ressemblait à un animal sauvage pris au piège dans une cage. Ses yeux allaient et venaient frénétiquement tandis que la réalité d'une enquête fédérale massive s'abattait sur elle. Alaric semblait complètement brisé. Son costume coûteux froissé. Sa carrière officiellement terminée. Ils furent escortés le long du couloir, disparaissant au coin. Puis mon père sortit. Gédéon avait l'air terrible. Il semblait avoir vieilli de 20 ans en l'espace d'une seule heure. Ses épaules étaient voûtées, son visage était pâle et ses mains tremblaient légèrement. Kilian et tante Corinne s'étaient déjà éclipsés, se dispersant comme des rats, quittant un navire en perdition, laissant Gédéon entièrement seul dans le couloir. Il me vit debout près de la grande fenêtre donnant sur la rue de la ville, et il s'approcha lentement de moi. Il s'arrêta à quelques mètres, incapable de croiser mon regard. « Silas » commença-t-il, sa voix brisée par les larmes. « Silas, mon fils, Je ne savais pas. Je te jure sur ma vie. Je ne savais pas qu'elle avait falsifié ses dossiers médicaux. Je pensais que tu étais réellement malade. Je pensais que je t'aidais. J'ai regardé l'homme qui m'avait ignoré toute mon enfance. L'homme qui avait laissé une inconnue utiliser mon service militaire contre moi. Tu ne savais pas parce que tu ne voulais pas savoir, papa. Tu étais si désespéré qu'une jeune femme jolie te prête attention que tu as fermé les yeux sur chaque drapeau rouge qu'elle agitait devant ton visage. » Gédéon se couvrit le visage de ses mains, laissant échapper un sanglot rauque. « Elle m'a ruiné, Silas. Elle m'a manipulé, mais nous sommes toujours de la famille. Nous pouvons arranger ça. Tu as l'entreprise maintenant. Nous pouvons travailler ensemble. Je peux t'aider à diriger Construction du Bois. Nous pouvons revenir à ce que c'était. » La pure illusion de sa demande était stupéfiante. Il venait de voir sa femme essayer de m'envoyer dans un service psychiatrique, et son premier instinct était de demander un emploi dans l'entreprise qu'il avait déjà ruinée une fois. J'ai fouillé dans la poche intérieure de la veste de mon uniforme. J'ai sorti une lourde enveloppe scellée. C'était la dernière pièce du puzzle de la boîte en laiton. Je la lui ai tendue. Il la regardait, ses mains tremblant alors qu'il la prenait. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, s'essuyant le nez. « C'est de grand-père Thaddée, lui ai-je dit. Il t'a laissé une lettre spécifiquement pour toi. Il a dit à Léandre de me la donner, de te la remettre seulement après que la poussière soit retombée. » Gédéon a déchiré l'enveloppe frénétiquement, espérant désespérément une sorte d'absolution, une sorte de pardon d'outre-tombe. Il a sorti une seule feuille de papier épais. Alors qu'il la dépliait, un petit morceau de papier est tombé, atterrissant face visible sur le tapis gris. Je l'ai regardé. C'était un chèque bancaire certifié à l'ordre de Gédéon Dubois. Le montant était d'exactement $1. Gédéon a fixé le chèque de $1 au sol, son visage complètement vide. Puis il a commencé à lire la lettre.
J'ai regardé ses yeux parcourir les mots manuscrits, regardant les derniers fragments de sa fierté se briser en 1000 morceaux. Je savais déjà ce que disait la lettre. Grand-père avait inclus une copie dans le dossier de l'enquêteur. Elle était courte, brutale et directe. Gédéon, si tu lis ceci, cela signifie que tu as laissé ce parasite essayer de détruire ton propre fils. Tu as toujours été un homme faible, plus préoccupé par l'apparence du succès que par le travail acharné. J'ai laissé l'empire au fils qui sait tenir une pelle, pas au fils qui s'attend à ce que l'or lui soit remis. Si joins ton dernier héritage. Utilise-le pour acheter une tasse de café bon marché et pense à la famille que tu as jetée pour un mensonge. Gédéon a laissé tomber la lettre. Elle est tombée au sol, atterrissant juste à côté du chèque insultant de $1. Il est tombé à genoux au milieu du couloir du palais de justice, enfouissant son visage dans ses mains, pleurant bruyamment, de manière incontrôlable, pleurant la perte de son père, la perte de son fils et la perte de sa dignité. Je ne me suis pas penché pour le réconforter. Je ne l'ai pas tapé dans le dos. Certaines blessures sont entièrement auto-infligées, et certaines leçons doivent être apprises dans la terre froide et dure. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai sorti. C'était un message texte de Kilian. Et, frangin. Journée folle, non? Écoute, je suis vraiment désolé pour tout. Séraphine nous a tous manipulés. Puisque tu as le gros argent maintenant, je suis dans une situation très difficile avec mes investisseurs de start-up. Y a-t-il une chance que tu puisses me faire un petit prêt de $50 000 juste pour maintenir les lumières allumées? Nous sommes frères, mec. Entraidons-nous. J'ai lu le message 2 fois, m'émerveillant de l'arrogance illimitée de l'enfant prodige. Il avait littéralement conspiré pour m'enfermer dans un asile psychiatrique il y a 3 heures, et maintenant il demandait $50 000. J'ai tapé un seul mot en réponse, au revoir. Puis j'ai appuyé sur le bouton au bloqué, effaçant son numéro de mon téléphone de manière permanente. J'ai tourné le dos à mon père en pleurs, j'ai mis ma casquette d'uniforme sur ma tête et je me suis dirigé vers les ascenseurs. Le poids du passé était enfin parti, et l'avenir était entièrement à moi de construire. Les mois qui ont suivi l'explosive confrontation au tribunal se sont déroulés avec une dynamique rapide et implacable. Lorsque la poussière est retombée, le paysage de ma vie et la vie des personnes qui ont essayé de me détruire avaient changé de façon permanente. La grande illusion de Séraphine s'est effondrée de manière spectaculaire. Fidèle à sa parole, la juge Odélie a transmis tout le dossier au bureau du procureur fédéral. Lorsque les agents fédéraux ont commencé à fouiller, ils n'ont pas seulement trouvé les évaluations psychiatriques falsifiées de mon cas. Ils ont démêlé un vaste réseau de fraude par virement bancaire, d'évasion fiscale et d'extorsion s'étendant sur plusieurs années, l'alliant à Alaric Lacroix dans 3 États différents. Alaric, réalisant qu'il risquait des décennies derrière les barreaux, l'a immédiatement dénoncé. Il a accepté un accord de plaidoyer, a renoncé à sa licence d'avocat et a révélé tous les sales secrets que Séraphine n'avait jamais enterrés. Aux dernières nouvelles, Séraphine était détenue dans un centre de détention fédéral, la libération sous caution lui étant refusée, en attendant un procès qui la mettrait probablement dans une boîte en béton pour les 15 prochaines années. Les manteaux de créateurs coûteux et les parfums lourds avaient été remplacés par une combinaison orange standard. La vie de mon père s'est effondrée beaucoup plus calmement, mais peut-être encore plus tragiquement. Gédéon a demandé un divorce brutal et houleux. Mais sans l'argent factice de Séraphine ou l'empire caché de mon grand-père sur lesquels s'appuyer, il s'est retrouvé sans rien. Il a dû vendre la maison familiale pour couvrir ses dettes légales croissantes et a emménagé dans un petit appartement exigu en périphérie de la ville. Il essaie encore de m'appeler de temps en temps, laissant de longs messages vocaux larmoyants sur le fait qu'il est un homme changé, qu'il va en thérapie et qu'il regrette tellement d'avoir été aveugle. Je les écoute parfois, mais je ne le rappelle jamais. La confiance est comme du verre. Une fois qu'elle est si profondément brisée, aucune quantité de colle ne pourra la reconstituer. Quant à Kilian, la réalité a finalement sonné pour recouvrer sa dette. Sans Gédéon pour le renflouer ou les millions promis par Séraphine pour financer ses délires, sa start-up technologique s'est officiellement écrasée et a brûlé. Ses investisseurs l'ont poursuivi pour mauvaise gestion de fonds, le forçant à déclarer faillite. La dernière nouvelle que j'ai eue de tante Corinne avant de la bloquer également, c'est que l'enfant prodige travaillait actuellement à un salaire minimum dans un magasin d'électronique local, essayant de rembourser une énorme montagne de dettes de cartes de crédit. Pendant que leur vie s'effondrait dans la poussière, j'ai pris possession de l'empire que mon grand-père avait bâti. Reprendre Construction du Bois fut le défi le plus difficile et le plus épuisant de ma vie.
Mais je l'ai abordé exactement comme l'armée m'a appris à aborder un obstacle. Je n'ai pas quitté l'armée immédiatement. J'ai terminé mon contrat par respect pour mes frères d'armes, passant lentement au monde des entreprises civiles. Je n'ai pas acheté une flotte de voitures de sport exotiques. Je n'ai pas acheté un immense manoir avec une piscine plaquée or. Ce genre de richesse ostentatoire et arrogante est exactement ce qui a détruit Gédéon et Kilian. Au lieu de cela, j'ai vécu dans le même appartement pendant la première année, portant mes vieilles bottes de travail, assis dans le bureau de Léandre pendant des heures chaque semaine, apprenant les tenants et les aboutissants de l'immobilier commercial. Des lois de zonage et des négociations de contrats. Lorsque j'ai enfin commencé à utiliser le patrimoine de 60 millions de dollars, je l'ai fait avec un objectif spécifique et inébranlable. J'ai restructuré Construction du Bois, orientant une grande division de l'entreprise vers des contrats fédéraux. Nous avons commencé à construire des communautés de logements spécialisés, accessibles et abordables pour les vétérans handicapés revenant du combat. C'étaient des gars avec qui j'avais servi, des gars qui avaient perdu des membres ou subi de graves traumatismes, qui rentraient chez eux dans un système qui les oubliait souvent. Nous avons construit des maisons avec des portes élargies pour les fauteuils roulants, des rampes spécialisées et des centres communautaires équipés de ressources de physiothérapie. J'ai versé des millions de dollars pour m'assurer que les hommes et les femmes qui avaient versé leur sang pour ce pays avaient un endroit sûr et digne où vivre lorsqu'ils quittaient l'uniforme. J'ai embauché des vétérans pour diriger les chantiers, leur offrant des carrières solides et bien rémunérées. En marchant sur l'un de ces chantiers un mardi matin froid, portant un casque de chantier et mes vieilles bottes à embout d'acier, regardant une charpente s'élever pour une maison qui allait changer la vie d'un soldat blessé, j'ai enfin ressenti le vrai poids de l'argent. Ce n'était pas un prix. Ce n'était pas une arme dont il fallait se vanter. C'était un outil, et grand-père Thaddée m'avait fait confiance pour manier le marteau. J'ai bâti une vie tranquille, forte et indéniablement à l'épreuve des balles. Je me suis entouré de gens qui gagnaient leur vie honnêtement. Des gens comme Rémi, qui a finalement quitté l'armée et est venu travailler comme mon chef de projet principal. Nous ne nous soucions pas des costumes de créateurs ou des adhésions à des country clubs. Nous nous soucions de couler du béton droit, de tenir parole et de protéger les gens qui nous ont soutenus dans les tranchées. L'argent n'a pas changé qui j'étais. Il n'a fait que magnifier la fondation que Thaddée avait déjà versée dans mon âme. Il m'a donné le pouvoir de protéger ma paix et les ressources pour m'assurer que des prédateurs comme Séraphine ne pourraient plus jamais me toucher, ni quiconque qui me soit cher. La guerre était finie. La poussière était retombée et le soleil invisible était enfin au soleil. Un an après l'affrontement explosif au tribunal, un dimanche après-midi calme et venteux, je me suis rendu au cimetière en périphérie de la ville. Le ciel était d'un bleu clair et éclatant, et les feuilles d'automne commençaient tout juste à prendre des teintes de rouge foncé et d'or. J'ai marché le long du sentier de gravier sinueux, tenant un petit morceau de bois de cèdre brut dans ma main. C'était une chute de bois de la charpente de la toute première maison de vétérans que Construction du Bois avait achevée sous ma direction. Ça sentait la sueur de bois et le travail acharné. Je me suis arrêté devant une modeste pierre tombale en granit noir. Thaddée Dubois, père, grand-père et soldat bien-aimé. La fondation tient. Je me suis agenouillé sur l'herbe humide et j'ai délicatement placé le morceau de bois de cèdre juste sur la pierre lisse. J'ai balayé quelques feuilles tombées de son nom, traçant les lettres gravées avec mon pouce. Nous avons terminé le premier projet aujourd'hui, grand-père, ai-je dit à voix haute, ma voix portant doucement dans le vent d'automne. Un gars nommé Miller emménage la semaine prochaine. Il a perdu sa jambe en Syrie. Il a une femme et une petite fille. Maintenant, ils ont une maison qu'ils peuvent réellement se permettre, une maison construite pour prendre soin de lui. Tu as rendu cela possible. Je me suis rassis sur mes talons, regardant la tombe, sentant un profond sentiment de paix s'installer dans ma poitrine. L'héritage est une chose amusante. La plupart des gens le considèrent comme un billet de loterie, un prix que l'on gagne simplement parce que l'on partage une lignée sanguine ou un nom de famille avec un mort. Ils pensent que c'est une récompense pour exister. C'est exactement ce que Gédéon pensait. C'est exactement ce que Kilian pensait. Et c'est exactement pourquoi l'argent les aurait détruits en quelques mois. Mes grands-pères Thaddée connaissaient la vérité. L'héritage n'est pas un prix. C'est une responsabilité massive et lourde. C'est une torche passée dans l'obscurité. Et elle appartient à la personne qui est réellement prête à la porter. La personne qui s'est réellement présentée quand les choses étaient difficiles, pas seulement quand le chéquier était ouvert. Il m'a laissé un empire de 60 millions de dollars. Mais plus important encore,
Il m'a laissé la leçon ultime en matière de loyauté. Il m'a appris que l'on ne doit pas sa vie à des personnes toxiques simplement parce que l'on partage son ADN avec elles. On doit sa vie aux personnes qui se tiennent sous la pluie glaciale avec vous, tenant un parapluie. Je me suis levé, brossant la terre de mes genoux de Jean. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'air vif de l'automne. Je vais bien, vieil homme, ai-je murmuré, faisant un salut militaire net et précis à la pierre tombale. Je tiens la ligne. Reposez-vous bien. Je me suis retourné et j'ai repris le chemin de gravier, les clés de mon camion tintant dans ma poche. J'avais une entreprise à diriger, des maisons à construire et une vie à vivre qui était complètement, sans vergogne, la mienne. Mais en rentrant en ville, écoutant la radio, mon esprit est revenu à une épaisse enveloppe posée sur le comptoir de ma cuisine. Mon père m'a envoyé une longue lettre manuscrite la semaine dernière. Il n'a pas demandé d'argent cette fois. Il m'a supplié de le laisser venir me voir, ne serait-ce que 10 minutes. Il dit qu'il est un homme changé, que l'isolement a finalement brisé sa fierté, et qu'il veut juste regarder son fils dans les yeux et s'excuser correctement d'avoir été un lâche. Une partie de moi se souvient qu'il est toujours mon père, l'homme qui m'a appris à faire du vélo. Un homme qui vit actuellement seul dans un petit appartement, brisé et vaincu. Mais l'autre partie de moi, le soldat, se souvient qu'il est resté silencieux dans une salle d'audience pendant qu'une prédatrice essayait de m'enfermer dans un asile psychiatrique pour voler mon avenir.